Oui, ce que je veux faire dans cette, conférence, c'est réfléchir à la décision vraiment, troublante de Saint-Denis Garneau à la fin de 1937, hein, quand il a, décidé de ne plus écrire ou de ne plus rien publier. C'était juste après, quelques mois après la sortie de son premier et seul recueil «Regards et jeux dans l'espace». Et je voudrais faire cette réflexion en m'appuyant sur les lettres du poète, parce que c'est vraiment dans les lettres que, il se montre le plus explicite à ce sujet et il me semble qu'il y a quelque chose de neuf à en dire. À partir de la correspondance, je m'appuierai un peu aussi sur le journal et sur quelques poèmes. Mais juste un petit rappel des faits pour que bon, parce que vous n'avez pas tous lu Garneau dernièrement, donc un petit rappel des faits. En mars 37, en 1937, de Saint-Denis Garneau fait imprimer 1000 exemplaires, de Regards et jeux dans l'espace auprès de l'imprimerie Excelsior à Montréal, propriété des Dominicains. 1000 exemplaires, c'est beaucoup. Ce sont les parents de Saint-Denis Garneau qui vont financer l'impression de cette plaquette de 28 poèmes. C'est Garneau qui s'occupe de la mise en page. C'est lui aussi qui s'est occupé de la «promotion» entre guillemets. Il a fait paraître une petite annonce dans Le Devoir. Il s'est chargé de la distribution. Il a été porté quelques exemplaires dans quelques librairies de Montréal. Il les a mis en consigne et le livre a reçu une critique plutôt favorable dans l'ensemble, sauf une critique désagréable de Claude-Henri Grignon, alias Valdombre, dont je reparlerai tout à l'heure. Euh, alors, le problème, c'est que sur les 1000 exemplaires, Garneau n'en aurait écoulé que quelques dizaines à peine. De sorte que pour lui, c'est un échec. Il va récupérer assez rapidement les invendus dans les librairies et il va décider de tourner la page, de même tourner le dos à sa poésie, dont il va dénoncer le caractère inauthentique. Il va faire ça dans son journal, entre autres, en date du 1er mars 1938. Il rejette à peu près tous ses poèmes qu'il qualifie de pompage illégitime, verbeux et la plupart du temps mensonger, hasardeux. Il va le faire aussi dans ses lettres, mais d'une autre façon. Et c'est cette autre façon que je vais examiner aujourd'hui en 3 temps, si j'ai le temps. En tout cas, il y aura au moins 2 temps, peut-être 3. Hem, D'abord, vous parlez de la passion épistolaire de Garneau. Heu, c'est vraiment un épistolier, un peu maniaque, intense en tout cas. Deuxièmement, l'adieu à la littérature avant Regards et jeux dans l'espace et enfin, l'adieu à la littérature après Regards et jeux dans l'espace. Alors, je rappelle que les lettres de Garneau ne sont pas du tout un à côté de l'œuvre. La correspondance du poète est une des plus singulières que j'ai lues pour ma part. J'ai pas tout lu, mais euh, pour moi, c'est vraiment un épistolier à part. Il y a bien sûr d'autres écrivains qui ont entretenu des correspondances beaucoup plus importantes, imposantes aux yeux de l'histoire littéraire. On a trouvé à peu près 460 lettres de Garneau. C'est un modeste ensemble à côté des correspondances d'écrivains québécois comme Alfred Desrochers, Louis Dantin, Gabriel Roy, Pierre Vadeboncoeur, Jacques Ferron, qui ont tous au moins 2000 lettres à leur actif. Mais pour Garneau, pour le poète reclus qu'il était, euh, la lettre joue un rôle vraiment central et il s'y est investi avec une intensité dont je ne vois pas l'équivalent personnellement ailleurs. Pour moi, seule la lettre lui a permis d'écrire en toute liberté, en marge du monde, mais au cœur d'une petite communauté intellectuelle sans qui il n'aurait jamais été le poète qu'il est devenu. Alors, je reviens à la définition de la lettre, vous en avez peut-être parlé dans le séminaire, une définition que j'aime bien, celle de mon ami, collègue Benoît Melançon, vous connaissez, j'imagine, dans certains cas, qui propose cette définition minimale. On définira la lettre comme l'expression écrite d'un je non métaphorique. Celui qui signe est bien celui qui dit je, à l'adresse d'un destinataire également non métaphorique. Les lettres de Garneau ne font pas exception à la règle, à cette règle. Celui qui signe habituellement de Saint-Denis n'a rien d'une métaphore et ses destinataires non plus. Mais chez la plupart des épistoliers, le je non métaphorique ne pose pas problème. Ça va de soi. On sait à qui ça fait référence. Pas chez Garneau. Chaque fois qu'il écrit je, on dirait que la terre tremble. Rien n'est plus problématique pour lui que ce jeu non métaphorique.
Rien n'est métaphorique pour lui dès lors que le jeu est présent, et il est toujours présent. L'épistolier, comme le poète, se méfie des métaphores. Il les soupçonne toujours d'être de fausses images héritées du romantisme et qui produisent un lyrisme factice, poulé, et donc de ne pas être sienne, de ne pas être vraiment de lui, propre à lui, pompage illégitime, c'est ce qu'il a écrit dans son journal. Garneau est un poète de la réalité, qui nomme les choses de la façon souvent la plus simple, la plus directe, parfois la plus banale. Les ormes font, les ormes calmes font de l'ombre pour les vaches et le chevaux. On lit ça dans Regards et jeux dans l'espace. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de métaphorique ici. Qu'il écrive de la poésie ou de la prose, il se dit toujours à l'affût de la réalité. C'est ce qu'il écrit à Maurice Hébert le 4 mai 1938. Comme s'il lui fallait découvrir sa propre réalité. Alors, c'est une sorte de peintre figuratif qui promène ce qu'il est parmi ce qu'il y a. C'est une formule que je lui emprunte dans Propos sur l'habitation du paysage. Comment savoir ce qu'il est réellement? C'est la question, et toute sa correspondance, pour moi, vise à répondre à cette question. Comment savoir ce qu'il est réellement? Donc, lire les lettres de Garneau, et là, je vais me permettre de vous montrer un petit PowerPoint. Voilà, donc vous devriez voir la couverture de Regards et jeux dans l'espace, c'est bon? OK. Donc ça, c'est son livre de 1937, Regards et jeux dans l'espace, la plaquette de 28 poèmes, paru à compte d'auteur ou à compte de maman, si vous voulez. Et son premier, son unique recueil publié de son vivant. Alors, lire les lettres de Garneau, c'est vraiment ressentir la présence physique de cet être qui se révèle très, très vivant, et beaucoup plus que dans son journal, par exemple. Et d'autant plus vivant qu'il se dérobe à l'existence dite sociale. On sait que c'est un reclus. Il se réfugie constamment hors du monde, à Sainte-Catherine de Fossambeau, où sa famille avait un manoir, près de Québec. Alors, on le croit quand il affirme son cousin éloigné, son cousin, donc Maurice Hébert, le père d'Anne Hébert, il lui écrit le 4 mai 38 avoir éprouvé la mort réellement après l'aventure malheureuse de son livre Regards et jeux dans l'espace. Et il dit: j'ai été si profondément menacé, pris dans cette toile d'araignée, que j'ai tout renié d'abord. J'ai vu que tout cela ne m'apportait rien qu'une mort certaine. Et ceci n'est pas une métaphore. J'ai éprouvé cela le plus réellement qu'il se peut. Donc, ceci n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, et l'épistolier ne vise pas à susciter l'empathie de son destinataire, ni d'ailleurs à le choquer. Il répond à une demande de sens. On lui demande de s'expliquer pourquoi avoir tourné le dos à sa poésie. Donc, on lui demande de s'expliquer, il cherche à s'expliquer comme il le fait depuis le début de sa correspondance à ses amis, à ses proches, la lettre comme le journal, mais de façon plus concrète, plus vivante, plus variée, est le lieu où le jeu non métaphorique prend corps. Garneau aime écrire des lettres. Il aime vraiment ça. Et contrairement, par exemple, à un grand bois, qui faisait ça uniquement de manière utilitaire, et il disait ne pas aimer écrire des lettres. Donc, Garneau aime écrire des lettres, et ces lettres racontent une histoire, celle de l'être étrange qu'il a, qu'il a été jusqu'à sa mort en 1943, donc à l'âge de 31 ans. Ces lettres n'ont pas qu'une valeur biographique ou documentaire, hein, comme c'est souvent le cas chez beaucoup d'écrivains ou de personnalités un peu célèbres. Euh, il se passe quelque chose dans ces lettres, c'est-à-dire en elles et non en dehors d'elles. Les lettres ne constituent pas simplement un témoignage de ce que l'auteur a fait, euh, a pensé, a écrit. La vie s'y donne à lire directement, au jour le jour, de lettre en lettre, avec la tension d'un jeu constamment à l'affût de la réalité, s'épuisant à chercher celle-ci comme si elle lui échappait au fur et à mesure qu'il croyait s'en approcher. Et c'est seulement la correspondance, pour moi, qui fait voir à quel point tout est lié chez lui. La vocation artistique qui l'isole de tous, qui l'élève au-dessus des affaires quotidiennes, mais aussi le besoin de plonger dans la réalité de l'échange. Icare s'y regarde, se moque de lui-même, se frotte aux choses les plus vulgaires, exhibe son corps.
la lettre de Garneau, et on l'a trop peu dit dans la critique, est profondément incarnée, au point où le lecteur peut avoir l'impression que l'individu qui signe les lettres n'est pas le même individu qui signe en mars 37. Et je vous signale que le nom d'auteur ici, c'est Saint-Denis Garneau, trait d'union entre Saint-Denis et Garneau, comme si c'était un seul nom. Il n'y avait pas de prénom même. Et il n'y a pas de de. Alors, le nom de l'auteur change d'un corpus à l'autre. De Saint-Denis devient Saint-Denis Garneau, et le prénom si curieux de Garneau, de Saint-Denis, qui était son vrai prénom. C'était un prénom ordinaire dans sa famille, et qui lui vient d'un ancêtre anobli au temps de Louis XIV, Nicolas Juchereau de Saint-Denis. Donc, ce prénom si curieux disparaît sur la couverture du recueil de 1937. Et peu importe que ce soit pour des raisons pratiques, comme on l'a dit, c'est-à-dire pour éviter toute confusion dans l'indexation du livre, c'est ce que l'imprimeur dominicain avait dit pour convaincre Garneau de laisser tomber son de. Et la transformation, pour moi, va plus loin. Le prénom et le nom de famille se fondent l'un dans l'autre, mis bout à bout à l'aide de deux traits d'union. Il n'y a plus de prénom du tout, rien qu'un long patronyme trompeur. On sait que les livres de Garneau ont souvent été classés à la lettre S dans les bibliothèques, même dans les librairies. Et les amis de Garneau respecteront scrupuleusement ce quasi-pseudonyme quand ils publieront de façon posthume ces poésies complètes que vous avez ici. On reprend donc ce nom à peu près tel qu'il l'avait orthographié, en ajoutant le saint au complet. Et c'est la même chose quand les amis publient le journal, des extraits du journal de Garneau, toujours Saint-Denis Garneau, avec des traits d'union. Et toujours la même chose quand il publie les lettres à ses amis en 1967. Donc, les poésies complètes, c'est en 49, quelques années après la mort, 6 ans après la mort. Le journal, c'est en 54. Et les lettres, c'est en 67, chez HMH. Et toujours avec le même nom, Saint-Denis Garneau, avec trait d'union. Donc, pour les amis, la signature du poète qu'il avait choisi pour signer son seul livre doit primer sur celle de l'épistolier. On sait que l'épistolier, quand il écrit à ses amis, il signe toujours de Saint-Denis. Mais le résultat, surtout dans le cas des lettres de Garneau, ce livre-ci est un peu étrange. Le nom qui figure sur la couverture du livre ne correspond pas au jeu non métaphorique qui signe les lettres de Saint-Denis. Il y a donc deux signatures, deux manières de se présenter, selon qu'on parle de l'auteur de Regards et Jeux dans l'espace ou de l'auteur des lettres. Alors, derrière l'effacement de la signature de Saint-Denis sur la couverture de Lettres à ses amis, c'est beaucoup plus qu'un choix d'éditeur. C'est la voix et le corps de Garneau qui sont remplacés par une image conforme à l'idée qu'on se fait de ce qu'est un poète. Or, si les lettres de Garneau sont uniques en leur genre, pour moi, c'est vraiment qu'elles ne cessent de réinscrire le corps dans l'écriture même du poète. Et l'édition récente des lettres de Garneau, qui est apparue donc Bibliothèque du Nouveau Monde au PUM en 2020, montre à quel point les interventions de ses amis ont édulcoré son texte dans l'édition de 67, en supprimant presque tout ce qui relevait trop directement, trop brutalement du bas corporel. D'innombrables allusions au corps jouissant, au corps malade, au corps fumant, buvant à l'excès, ces grivoiseries, ces jeux de mots stupides ou vulgaires, ces pastiches de Rabelais, ces délires scatologiques, tout cela, ont jugé ses amis, n'était pas digne de la publication, n'avait aucun intérêt intellectuel. Pourtant, ça fait partie du personnage de Garneau et participe directement à sa manière si intime, si libre de concevoir l'écriture. On n'a pas d'enregistrement de la voix de Garneau. J'ai toujours été très triste qu'on n'ait pas pu entendre sa voix, mais on sait qu'il aimait jouer avec elle, qu'il chantait tout le temps à la maison, à tue-tête, il dérangeait tout le monde. Et on sait aussi, grâce aux nombreuses photographies de Garneau prises par son richissime ami Georges Belac, qu'il adorait adopter toutes sortes de poses face à la caméra. Alors, dans le studio de son ami Dandy, c'était une sorte de dandy de l'époque, qui était aménagé dans une maison luxueuse de Westmount, tout près de chez Garneau d'ailleurs, on voit Garneau se métamorphoser
Bon, vous voyez ici très sérieux, heu, un peu moins sérieux, un peu obnubilé, un peu étrange et qui fixe la caméra et qui s'amuse de plus en plus avec la caméra, heu, qui devient carrément un clown, à certains moments. Donc on le voit bien qu'il s'amuse avec la caméra, qu'il joue avec la caméra, qu'il joue avec son image. Hem, D'autres photos le montrent flambant nu autour du manoir de Sainte-Catherine. Ici, on le voit encore, en train de faire, ici une sorte de mise en abîme et là, on le voit tout près de son manoir en train de jouer avec les roches dans la décharge derrière le manoir, là, en se prenant pour un disco-ball. Bref, on voit bien qu'il est tout sauf un timide ou un prude. C'est une image complètement fausse qu'on a pu avoir de lui. Euh, donc, il ne colle pas du tout à la réalité. C'est Georges Belac qui a laissé en héritage une collection de 30 000 négatifs, 39 bobines de film 9,5 mm qui ont été rachetées autour de 2000 par un collectionneur de Québec. Et parmi les quelques brefs métrages que ce collectionneur a publié sur son site, il s'appelle Jocelyn Paquet. On peut le trouver d'ailleurs si vous allez sur Internet, vous irez voir, il y a un tout petit film, un montage où on voit Garneau, on ne l'entend pas, mais on le voit qui rit aux éclats, qui fume ou qui peint au milieu de Montréal. On le suit aussi, ça c'est très touchant, on le suit le 20 mars 1937, qui sort de l'imprimerie des Dominicains, habillé comme pour une occasion solennelle, portant cravate sous son manteau, avec au bras des paquets d'exemplaires de Regards et Jeux dans l'espace, qu'il tient comme une sorte de trésor ou de bébé. Il marche rapidement vers la caméra, il penche le corps comme s'il fonçait sur elle, il relève la tête au dernier moment pour sourire et saluer on ne sait qui de la main, sans jamais ralentir le pas, pressé de disparaître hors du cadre. Toutes les images ont quelque chose de comique et d'émouvant à la fois. On y sent le poète jouer en train de jouer avec la caméra, tenant maladroitement son bébé dans les bras, puis fuyant sa propre persona. Mais on connaît la suite. Il faut rester sur cette image parce que c'est drôle. On connaît la suite. Il s'effondre, hein, mort à lui-même, mort à sa poésie. Mais pourtant, et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui, pourtant le mort qu'il est continue d'écrire encore quelque temps. Il n'espère plus aucun public, mais c'est facile de renoncer à ce qu'on n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu de public. Donc, de toute façon, il n'a pas eu de public, il n'a pas cru non plus au public. Hein. Ses lecteurs, ce sont d'abord et avant tout les destinataires de ses lettres. À eux et à eux seuls, il dit tout, y compris son impression de ne jamais exister suffisamment. Toutes ces lettres tournent autour de ce sentiment d'insuffisance, d'absence au monde, d'étrangeté, sentiment qui, curieusement, le galvanise au lieu de l'écraser. Garneau s'analyse, s'étudie, s'observe avec une passion telle qu'il tient son lecteur en haleine. Il excelle à se raconter et on sent même souvent poindre une euphorie dans le geste d'écrire sur soi à autrui. L'épistolier ressent, grâce à l'écriture, ainsi adressée, un semblant de réalité. Avec légèreté, avec sérieux, peu importe, il y a dans ces lettres un élan qui porte le poète durant cette décennie des années 30 il écrit. Les lettres forment, je ne l'ai peut-être pas assez dit, la part la plus massive de son œuvre. Garneau aime écrire des lettres, ça je l'ai dit, de longues lettres, jusqu'à épuisement physique. Il y aborde ses lectures, compare tel compositeur, commente une exposition de peintre, raconte une anecdote, brosse un portrait, décrit un paysage. Chaque fois, il promène ce qu'il est parmi ce qu'il y a. Toutes ces lettres font entendre sa voix, en quelque sorte, et gravitent autour de la même histoire, l'aventure d'un moi en quête de lui-même. Le héros est un je qui ne cesse d'interroger son rapport au monde, à autrui, à lui-même, comme s'il n'était jamais certain d'exister vraiment. Et à lire ces lettres de manière suivie, on arrive à saisir la cohérence de ce personnage pourtant si inconstant, toujours en train de se chercher, de se perdre, et pour qui, selon une formule que j'emprunte à la romancière Suzanne Jacob, être est une activité de fiction. Être est une activité de fiction, mais rien n'est plus réel, cependant, que le déficit d'être dont se plaint Garneau dans ses textes.
Tout part de là chez lui et tout y revient. Écrire, c'est affronter ce déficit d'être qui est à la fois le moteur de sa création, son point d'achoppement ou sa négation. Sa vocation revendiquée avec mille hésitations de poète ou d'artiste constitue une façon de retourner le déficit en surplus. Au manque d'être répond la dépense la plus gratuite qui soit, celle d'un jeu qui se met en scène sans la moindre pudeur, on le voit ici, et pour qui écrire est un absolu. Même quand il rédige ses lettres au gré des circonstances et sur un ton souvent trivial, Carnot s'investit comme nul autre et fait de lui-même un véritable personnage. Les nombreux inédits parus récemment invitent à une relecture globale de cette étrange fiction de soi. Les lettres de Garneau ne peuvent plus simplement être considérées comme un document secondaire, tant elles relient, dynamisent tous les morceaux de cette œuvre, puisqu'à travers le jeu épistolaire, le poète, réputé solitaire, accepte d'être lu, mais plus que ça, il désire être lu. Et plus encore, il exige d'être lu. Cet ermite s'affirme dans ses lettres comme nulle part ailleurs et construit la maison fermée, pour reprendre un de ses titres, dans laquelle il convie quelques destinataires triés sur le volet. C'est lui qui met en place cette scène épistolaire. C'est lui qui prend à témoin ses correspondants tour à tour ou en même temps, ses métamorphoses, en variant ici et là son style et ses thèmes, le moi se faisant tantôt fantaisiste et imprévisible, tantôt cérébral, austère. Puis c'est lui qui sort de scène, qui cesse d'écrire, et les diverses chronologies du moi, celles du peintre, du poète, de l'épistolier, se croisent et finissent par converger en un même silence. Garneau se retirant peu à peu de la scène qu'il avait lui-même créée. La critique observe généralement que Garneau cesse brusquement d'écrire en 1937, c'est ce que j'ai dit au tout début. Mais elle ne voit pas que sur l'autre scène, celle de l'épistolaire, il est hyperactif. Garneau n'a jamais écrit autant de lettres qu'après l'événement, c'est comme ça qu'il l'appelle, que constitue la sortie de Regards et Jeux dans l'espace. Il veut disparaître, mais il n'arrête pas de s'expliquer, de dire pourquoi il ne veut pas s'expliquer, ou simplement d'écrire des lettres pour s'étourdir, pour passer à autre chose, pour combler le vide. Il n'a jamais été si présent, en tout cas sur la scène épistolaire, que durant les quelques mois qui ont suivi, ce qu'il perçoit comme un grave échec. Contre l'effroi vertigineux de la publication, il n'y a rien de tel que de revenir à ce qu'il fait depuis longtemps, écrire à autrui directement, de façon personnelle, sans la médiation du livre. Il ramène la poésie sur le terrain de la sphère privée, là d'où elle n'aurait peut-être jamais dû sortir, selon lui. Donc, recadrer les poèmes à l'intérieur de la lettre et du journal pour ne plus qu'ils lui fassent honte, pour ne plus qu'on puisse dire qu'il se prend pour un autre, qu'il est un imposteur. Il ne s'agit pas d'une rupture à la façon de Rimbaud, mais plutôt d'un retour chez soi. Cela se fait sans effort, par la simple relance de la vieille habitude qui est d'écrire à soi et à quelques-uns, mais pas au-delà. Dans cet espace restreint qui leur est si familier, les poèmes sont à leur place. Ils s'exhibent discrètement, entre amis. Là, et là seulement, ils peuvent s'épanouir, changer de forme au besoin, se donner à lire comme s'ils étaient toujours en chantier. Par la vertu de cet échange tout à fait naturel, le poème redevient, comme la lettre, une chose vivante par opposition à la chose morte qu'est le journal. C'est ainsi qu'il présente le journal dans une lettre à André Laurendeau en 1932. Il dit que la lettre est supérieure au journal parce que ce n'est pas une chose morte, comme le journal, parce que ça circule. Par la lettre, donc, le poème circule sans jamais se fixer. Son caractère inachevé ou imparfait se passe de justification. Garneau n'entre en écriture qu'à condition de ne pas y être tout à fait. C'est une vocation qu'il affirme et renie tour à tour. Il ne saurait pas comment être autrement, lui qui a toujours le pied sur le seuil, en léger déséquilibre, en train de se regarder comme s'il se méfiait de lui-même. Entrer, sortir, rentrer peut-être. Il hésite constamment, porté par le désir d'écrire, mais hanté par l'inconstance et l'irréalité du mouvement de son être. L'écriture qui s'emballe est une faute, mais l'écriture qui s'interrompt, trop souvent, est signe d'irrégularité, d'impuissance.
Il alterne donc entre les deux postures, mais privilégie surtout la seconde au fur et à mesure qu'il s'installe dans la fiction de soi, car celle-ci, pour redevenir un véritable exercice spirituel, et c'est ce qu'elle doit être, pour faire de soi une œuvre d'art, a besoin de cran d'arrêt. Il lui faut imaginer un œil supplémentaire qu'il observe en train d'écrire. C'est une façon de s'élever au-dessus de soi-même, de combattre ses propres démons, de mettre de l'ordre dans son existence. Paradoxalement, écrire à bâton rompu, qui est la condition même de l'art épistolaire, crée un sentiment de continuité, malgré la dispersion inhérente à cette pratique intermittente. Donc, pendant quelques années, dizaines grosso modo, Garneau a tenté le jeu d'écrire beaucoup de lettres à peu de monde et d'y confronter son idéalisme et son sens des réalités, de faire de l'écriture une fin en soi. La rupture de 37, parce qu'il s'agit quand même d'une rupture, semble brutale, scandaleusement soudaine et irréfléchie, symptôme d'un esprit malade et autodestructeur. Pourquoi tout à coup dire adieu à la poésie? Mais ce que je veux dire ici, c'est que le tout à coup doit être relativisé. En tout cas, la lecture des lettres de Garneau raconte une autre histoire. L'adieu à la littérature fait partie de la manière épistolaire de Garneau. On serait tenté de lui appliquer la formule de Jacques Brault dans un échange avec Gilles Marcotte. Et c'est Gilles Marcotte dans son journal qui cite ce passage. On lit ceci: Jacques Brault me disait qu'il allait peut-être cesser d'écrire. Je protestais, mais, ajoutait-il, j'ai toujours cessé d'écrire. Il avait ce sourire, vous savez. Ça, c'est Marcotte qui commente le mot de Brault. Donc, il faut imaginer Garneau, non pas heureux comme Sisyphe, mais souriant comme Brault, dont, dès qu'il est question de sa poésie, de son œuvre à venir. Au lieu de le mesurer au silence de Rimbaud, l'adieu à la littérature de Garneau doit d'abord être replacé dans son contexte, et ce contexte est avant tout celui que donne à lire sa correspondance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cet adieu à la littérature avant Regarde ces jeux dans l'espace? Ben, pour bien comprendre cet adieu, pour moi, il faut remonter en arrière, car il s'énonce depuis le tout début de sa correspondance. Donc ça, c'est la deuxième partie de ma conférence, hein, ce qui se passe avant Regards et Jeux. Dès ses premiers échanges épistolaires, alors qu'il n'a pas 20 ans, Garneau pratique ce qu'on pourrait appeler l'art de la déception. Je vous cite un, un extrait d'une lettre à Suzon, son amie Suzon, Suzanne Monceau, à qui il a répété dans une autre lettre, de façon très bizarre, il lui écrit une lettre d'amour dans laquelle il dit « Je ne crois pas que je vous aime ». Il répète ça plusieurs fois dans la lettre. Et la question qui se pose, c'est bien, pourquoi lui écrire alors, si c'est pour lui dire « Je ne crois pas que je vous aime ». Et Garneau se pose la question « Pourquoi ?» Et c'est à se demander s'il ne lui écrit pas justement parce qu'elle lui fournit l'occasion de poser la question du pourquoi écrire. Le 3 mai 31, il revient à la charge plus explicitement, et c'est le passage que j'ai copié. Pourquoi t'écrire cela? Je ne t'écris pas. Je m'écris à moi-même ce que je t'écrirai. C'est la vieille folie qui revient, le vieux malaise, le cœur serré, le besoin de caresse. Pourquoi écrire? La poésie que contient mon énervement mourra au contact des mots et je demeurerai avec le seul énervement et le vide. Garneau a besoin d'écrire à quelqu'un. Mais c'est pour dire à ce destinataire, pourtant non métaphorique, qu'il ne lui écrit pas vraiment, qu'il se raconte à lui-même ce qu'il lui écrirait, sans préciser davantage ce qu'il écrirait au juste. Le geste épistolaire ressemble à une fiction, un cadre imaginaire permettant d'inventer une présence, de calmer son besoin de caresse. Et la formule est très retorse, doublement retorse. Garneau fictionnalise la lettre et déréalise sa destinataire. Il efface l'autre du jeu, mais c'est pour lui avouer qu'il ne peut pas se passer d'elle. Ou encore, il joue le jeu de l'échange épistolaire, mais sans y croire pleinement, en anticipant la désillusion qu'il éprouvera une fois la lettre terminée. Garneau, je le répète, est maître dans l'art de la déception. Il ne cache jamais ses échecs, au contraire, il les devance. Il court après eux, on dirait, et s'aperçoit qu'il se mêle, malgré lui, à tous ses élans.
Il en tire une force paradoxale, une douce lucidité combinée à une puissance de résignation. La déception n'est pas un frein, c'est même le moteur de son écriture. Mais continuons de reprendre les choses du début. Adolescent, Garneau avait l'habitude de transcrire ses poèmes dans ses lettres, euh, mais de moins en moins à partir de ses 18 ans. Euh, il est né en 1912. Euh, Lorsqu'il le fait encore, il s'agit de textes déjà un peu anciens, comme on le voit dans sa réponse à Jean Lemoyne à la fin de l'été 33. Tu me demandes des vers, ceux que tu mentionnes, je ne les ai pas ici. Je me souviens de quelques-uns seulement. Je te remettrai le reste à mon retour en ville. Les poèmes qu'il cite de mémoire datent de 1931 et même de 1929, alors qu'il avait 17 ans. Entre ses juvénilias et sa vie adulte, aucune continuité forte, aucune pratique régulière. Garneau a suspendu aussi son projet de journal qui ne reprendra qu'en 1935. Si le moine lui parle de ses vers, c'est pourtant que Garneau en écrit toujours et il semble plutôt heureux que son ami s'y intéresse. Poussé par cet ami, il finit même par raconter comment, la veille, pendant qu'il ne dormait pas, des vers lui sont apparus. Un nouveau poème a surgi et Garneau, avant d'en transcrire les vers, reconstitue le processus de leur création, puis conclut « Cela est bien peu ». Mais au moins, dit-il, la machine est relancée. Il me semble, là je le cite, il me semble que ma veine que j'ai cru bien morte n'est pas tarie, dit-on un peu plus loin dans la même lettre. Il ne commente pas son poème, ne donne aucun indice sur son choix de ne pas faire rimer les alexandrins. Tout ce qui compte, c'est de convaincre son ami et peut-être de se convaincre lui-même que la veine n'est pas tarie. Il continuera d'écrire des alexandrins encore quelques mois, comme l'atteste une lettre à Gertrude Hodge du 20 septembre, c'est pas celle-là, 33, qui contient le poème L'errant, rimé celui-là, écrit à l'ancienne, au lyrisme appuyé, quoique tendant déjà vers l'abstraction. Ouais. Avant d'en arriver au poème que vous avez sous les yeux, je continue un peu la séquence chronologique. En mars 34, là on était en 33, en mars 34, il a 22 ans, c'est au tour de Claude Urtubise de demander des poèmes à Garneau pour la toute nouvelle revue de la Relève, hein, une revue bien connue, bien importante, dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui joue un rôle essentiel dans la vie intellectuelle de Garneau et de ses amis. Donc, une revue fondée en mars 34 et on lui demande des poèmes. La réponse du poète ne laisse guère de doute. Quant à mes poèmes, je n'en ai presque aucun qui soit présentable. Il y en a si peu qu'il lui envoie le dernier tercet d'un poème écrit à 17 ans, intitulé L'automne, et un tercet de l'errant qu'il avait adressé à Gertrude Hodge l'automne précédent. Puis il ajoute le début d'un poème en vers libre daté d'octobre 31, aux poésies enfin trouvées, au bon dégoût. Et cette poésie enfin trouvée ressemble peu à ce que Garneau a écrit jusque-là. Elle suscite plutôt un bon dégoût, suivant une formulation comique que Garneau va reprendre dans l'expression un bon coup de guillotine, dans le poème que vous avez sous les yeux, dont je parlerai dans un instant. Et je reviens encore à 1934. Le vers conserve ses exclamations, son vocabulaire emphatique, mais la syntaxe se désarticule et commence à s'apparenter au espèce de déhanchement propre à la poésie de Garneau. Écrire mal, mal écrire, hein, c'est ainsi qu'il va qualifier son entreprise de plus en plus. La célébration de la beauté poétique enfin trouvée passe par une liberté accrue du vers, mais aussi par des tournures familières, une façon presque burlesque d'évoquer des sujets graves, de parler de soi ou de son lecteur à la deuxième personne du pluriel et de mêler l'image la plus convenue, empruntée au monde du terroir, à une chevauchée mystique. Je cite encore le poème de 1934, tel un soc aiguisé de charrue qui vous éperonne l'âme. Et je reviens à sa formule, cela est bien peu. Hein. Cela est bien peu, en effet. Comment améliorer un poème aussi romantique malgré la facture et le rythme qui annoncent autre chose? Il disait en 1934, tout cela pourrait devenir assez intéressant, mais n'est que brouillon, de sorte que le poème reste en plan. Sitôt trouvé, la poésie se perd à nouveau. Le 31 juillet 1934, on est toujours en 1934, Garneau envoie à Jean Lemoyne des signaux contradictoires que résume bien la formule suivante. Si je faisais encore des vers, j'écrirais un poème qui se terminerait ainsi, mais qui me parlera de Dieu comme la mer. Donc, si je faisais encore des vers.
La lettre constitue ainsi la scène où le poème circule, s'oublie, ressurgit, se retire, puis renaît. Si je faisais encore des vers, à 22 ans, Garneau a déjà le goût de la retraite prématurée, vite annulée cependant par une nouvelle activité poétique qui semble avoir pour condition un renoncement antérieur. La lettre raconte l'avènement du poème en même temps que sa possible fin. On dirait que le poète n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il raconte à ses amis qu'il n'est plus sûr d'être poète, lorsqu'il commence à cesser d'écrire des vers, pour mieux s'y remettre. L'écriture poétique procède à rebours, en imaginant son abandon, pour éprouver ensuite le choc des retrouvailles. Et le peu qu'il en ressort n'est jamais que brouillon, fragments, débuts. Le poème transcrit dans la lettre du 31 juillet 1934 porte en lui la promesse de quelque chose, une avancée, un bond, un émerveillement, mais sur fond de silence et d'oubli. La suite de cette même lettre à Jean Lemoyne montre bien cette espèce d'émerveillement, mais sur fond de silence, puisque Garneau, après avoir laissé entendre qu'il ne faisait plus de vers, en offre à son ami quelques-uns, bien médiocres, mais avec lesquels, et le sens qu'ils contiennent, il y aurait peut-être à faire quelque chose, ajoute-t-il. Et il s'agit du poème Maison fermée, qui sera le premier poème écrit à être conservé pour Regards et Jeux dans l'espace. Il faut attendre encore un peu avant que le poète se mette à écrire de façon sérieuse. Et là, on arrive à 1935, année importante qui marque un changement radical dans l'évolution de son écriture. Comme le montre d'abord son journal, et il s'engage à tenir son journal régulièrement, il le fait. Il faut bien qu'il meuble son temps, puisqu'il a beaucoup de temps à sa disposition depuis qu'il ne va plus au collège. Il mène une vie nouvelle, complètement dégagée de toute obligation scolaire ou autre. Personne ne l'attend nulle part, hormis ses amis montréalais, qui le pressent de leur envoyer des vers ou quelques articles pour la relève. Donc, il est en congé perpétuel, désœuvré peut-être, selon le point de vue qu'on préfère. Et le 30 janvier 1935, en guise de cadeau d'anniversaire et pour lui souhaiter aussi la bonne année, il envoie à son ami Gertrude Hodge le poème Un bon coup de guillotine, dont le point de départ est précisément l'idée de vacances. Alors, ce que vous avez à gauche, c'est le texte de la lettre, mais le poème que vous avez à droite, il est écrit juste après. Donc, il est vraiment dans la foulée de la lettre, comme si le poème s'insérait dans l'écriture épistolaire. Vacances, vacances, qu'on en a assez de vacances. Moi, vacant comme un taxi qui se promène à la recherche aux petites heures. Sainte-Catherine, les bains de pied, endroit exceptionnel sur le continent, a ceci de commun avec le reste du monde, qu'on s'y ennuie, que les cochons continuent à être là des cochons et que le dégoût y trouve place comme partout ailleurs, étant donné qu'il n'en occupe pas. C'est à ce sujet que j'ai commencé un poème qui va, un bon coup de guillotine pour accentuer les distances. Je mets ma tête sur la cheminée et le reste vaque à ses affaires. Mes mains vont à leurs pauvres ouvrages et mes pieds à leur voyage. Sur la console de la cheminée, ma tête a l'air d'être en vacances. Cette bonne guillotine, dit ma tête, c'est une amie. Carnot trouve dans ce thème donc, des vacances une réalité immédiate, directement liée à sa vie apparemment oisive. Une réalité qui n'est qu'à lui, parce que sa vie ressemble de moins en moins à celle de sa famille, de ses proches, des bourgeois qu'il traite avec mépris. Dans sa correspondance, il se moque d'eux, il dit sont plats et insipides. Sans l'art, Garneau est convaincu que son projet déjà ancien de réalisation de soi serait impossible, que lui-même deviendrait un de ces bourgeois empotés qu'il dénonce. Et il écrit à Jean Lemoyne le 15 janvier 1934, et cette réalisation, indéniablement, est dans le sens de l'art, enlève ça et il ne reste plus qu'un bourgeois malpropre à la vie. À peine entré dans l'âge adulte, le voici extraordinairement libre. Tout est otium, loisir. Et le poème émerge de cet immense loisir. Garneau le sait et donne à son travail de poète un tour très ironique. Il se moque de la figure de l'artiste exalté, mais il se réclame lui-même de l'exaltation. Exaltation, exaltare, quel beau mot si jaillissant, si libéré, écrit-il à Jean Lemoyne le 5 juin 1935. Mais comment être exalté de façon constante? Garneau parle de son travail d'artiste en termes de discipline. Plus il se sent libre, plus il vise à une sorte d'ascétisme.
L'écriture devient le moyen par excellence de cette conquête de soi par une forme de vie à la fois rigoureuse et libre, recluse et sans contrainte, oscillant entre l'ennui d'écrit dans maison fermée et le sourire triste d'un beau coup de guillotine. Ces deux poèmes insérés dans les lettres disent bien toute la solitude et la distance que suppose ce nouveau chapitre dans la fiction de soi. Le poème immergé dans le langage de tous les jours, dans la lettre, ne s'accorde pas aisément au rapprochement que suppose une lettre. Et Garneau s'excuse d'ailleurs auprès de Gertrude lorsqu'il lui envoie un bon coup de guillotine, étrange cadeau d'anniversaire en effet. Il dit « Ce n'est pas un ton pour venir souhaiter une bonne fête ». Garneau n'en est pas à une gaucherie près, toutefois. Si le poème change radicalement de forme à partir de 35, c'est aussi qu'il change d'adresse. Il n'écrit plus pour séduire quelques lecteurs et consent au contraire à sa propre maladresse, dans tous les sens du terme, par opposition à tout ce qui est subtil, ingénieux, habile. Mais alors, à qui s'adresse le poème? Quelle est sa destination? Lui qui s'est promené jusque-là au fil de la lettre, comme son prolongement très naturel. Dans son journal, en date du 22 mars 1935, Garneau affirme être à un tournant. Et il résume ici sa métamorphose. Mon style tend à s'abstraire. Parce qu'il n'est ni assez fort ni assez formé, il en reste mort. Mais par le travail, j'arriverai à lui redonner de l'allure. Il est tué par la difficulté qui l'arrête à chaque moment. Je me détache du lyrisme facile, coulant, qui s'emporte lui-même. Je me dégage des mots. C'est une phrase qu'on cite souvent dans la critique garnélienne. Dans ses lectures, il ne laisse plus passer les marques d'un lyrisme romantique, sans s'en moquer. À Jean Lemoyne, il écrit « Tu es irrémédiablement lyrique, c'est-à-dire subjectif », mi-juin 1936. À Robert Illy, il précise son point de vue en parlant de Ramu. Il y a un souffle lyrique qui transforme tout, comme dans les primitifs, mais au contraire des lyriques lyriques, mais ça avec un trait d'union, il ne faisait pas de lyrisme. La méfiance vis-à-vis du lyrisme facile constitue la pierre de touche de sa nouvelle poétique. Elle va de pair avec son goût de l'abstraction, sa manière d'objectiver sa propre réalité au lieu de chercher à l'exprimer. Il s'agit d'écrire depuis cette réalité qui n'appartient qu'à lui, mais aussi à distance de soi-même. Plus question de prouver à autrui ou à lui-même que sa veine n'est pas tarie, il écrit de plus en plus, mais en parle de moins en moins. Durant l'été et l'automne 1935, il écrit des poèmes et plusieurs de ces poèmes vont se retrouver dans Regards et jeux dans l'espace. Il se contente de les noter dans son journal. On n'en retrouve aucun dans ses lettres, qui évoquent plutôt le malheur des irréguliers comme moi ou le tragique de l'impuissance. Ce sont les extraits des lettres de cette époque. Les lettres donc, de cette période disent à quel point il se sent vide, fragile, fatigué, sec. Les quelques voyages qu'il fait le distraient, mais il n'en rapporte rien d'intéressant, entre guillemets, ni syphilis, ni chaude pisse, ni de tendresse, ni de poésie, ni de souvenirs. Et dans la préface aux poésies de Garneau, Robert Illy, son ami, va parler du douloureux été de 1935. Pourtant, quelques mois plus tard, après avoir passé l'automne à Montréal, voici que Garneau annonce à son ami André Laurendeau son intention de publier ses poèmes. J'ai fait quelques poèmes, la relève en publiera peut-être, tu me diras si tu aimes cela. Et de façon encore plus explicite, il va révéler au même moment à sa cousine Anne Hébert, donc la fille de Maurice Hébert, qu'il a suffisamment de matière pour faire un livre. Et cette lettre, elle est très importante. Et c'est une lettre qui est parue seulement en 2020. C'est la première fois qu'il parle de son projet de livre. On cherche bien des choses qu'on ne trouve pas, et les autres, et soi-même. Quant à moi, je continue à chercher mon cœur en vers. Je crois qu'en ce moment, je me suis trouvé, ou du moins la direction de ma voix. J'ai trouvé la forme de ma liberté. Je ne m'en doutais guère. On me l'a fait remarquer et j'ai regardé en arrière. Il me semble que c'est vrai. Il me vient alors une grande audace. Je vais peut-être publier au printemps un volume de vers. Donc on est fin décembre 1935. Je vais peut-être publier au printemps un volume de vers et le présenter pour le prix David. Des amis m'encouragent à me risquer. Il est vrai que la forme que j'emploie est plutôt inusitée au Canada.
Cela pourra peut-être me nuire. Enfin, je vais tenter l'aventure. Et si par hasard je gagnais quelque chose, tu t'imagines le plaisir que j'aurais à traverser en Europe pour une couple d'années pour me nourrir de tant de choses merveilleuses avec lesquelles un contact personnel est si nécessaire pour la culture, pour la libération de l'homme en nous. Tout cela est un château de cartes. On n'est même pas sûr en toute certitude qu'il s'écroulera. D'ici quelques jours, j'enverrai à ton père, Maurice Hébert, quelques poèmes pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Tu pourras les lire alors si cela t'amuse. Anne Hébert a 4 ans de moins que lui. Il lui écrit, non pas comme à quelqu'un qui pourrait lui donner des conseils, mais à une sorte de, comment dire, de disciple, Anne Hébert buvant les paroles de son cousin aîné. Donc, c'est la première fois, sauf erreur, que Garneau parle ouvertement de son projet de livre, avec une confiance surprenante d'ailleurs, quand on connaît ses tergiversations. En ce moment, je me suis trouvé, j'ai trouvé la forme de ma liberté, mais il a fallu tout de même qu'on lui suggère d'aller de l'avant. On me l'a fait remarquer, des amis m'encouragent à me risquer. Ainsi va la poésie de Garneau, elle est toujours réponse à autrui. N'empêche que cette fois, Garneau manifeste une volonté nouvelle, une grande audace. Il est conscient de la forme inhabituelle de ses poèmes, non pas tant parce que ce sont des vers libres au sens de l'histoire de la poésie, mais parce que le poème se place tout entier sous le signe de la liberté. Ce mot, liberté, trop peu souligné par la critique, est capital pour Garneau. Il définit en même temps sa poétique et sa manière d'être. Il lui correspond entièrement, lui qui vit au milieu d'un infini loisir, en toute, en toute liberté, et lui qui ne cherche pas la liberté de la forme, mais la forme de sa liberté. S'il le fait, s'il va de l'avant avec cette grande audace, c'est parce qu'il est certain d'avoir découvert une manière d'écrire qui réponde à cette exigence de liberté. Le fil est ténu toutefois. Est-ce qu'il n'avait pas renoncé, presque renoncé à écrire des poèmes peu avant? Et tout le passage que je viens de citer rappelle sa prudence. Je crois il semble que tout cela est un château de cartes. Garneau n'écrit jamais qu'au conditionnel. Il se lancera peut-être au printemps, on verra bien. Comme s'il lui fallait trouver un prétexte pour justifier pareille audace. Il se rabat sur un calcul de comptable qui ne cessera de répéter par la suite à ses correspondants. S'il décide de publier un volume de vers, ce sera pour le soumettre au prix David, celui qu'Alfred Desrochers et Robert Choquette ont remporté en 1932 et qui vient d'être remis à Claude-Henri Grignon. Grâce à ce prix qu'il s'attribue à l'avance, Garneau s'imagine voyageant en Europe durant une couple d'années. Cela ne l'empêche pas d'émettre aussitôt quelques doutes. Et si l'on ne comprenait pas l'originalité de sa poésie, à cause de cela, les choses pourraient bien ne pas fonctionner. Mais qui sait, cela pourrait tout aussi bien fonctionner. Comment savoir? Pourquoi ne pas aller plus loin et entrevoir non pas la réussite ou l'échec, mais, allons-y, l'échec de l'échec, selon la formule doublement négative qu'il utilise pour parler de son château de cartes. On n'est même pas sûr en toute certitude qu'il s'écroulera. De deux façons, cette lettre révèle l'ambition de Garneau. D'une part, il mesure à quel point sa poésie est neuve dans le contexte du Canada français. Il est vrai que la forme que j'emploie est plutôt inusitée au Canada. D'autre part, il calcule, il escompte, il évalue le profit symbolique et matériel de son projet et même les possibilités de voyage qui en découlent. Mais ce qui ressort surtout, c'est que rien n'est joué. Tout peut arriver ou ne pas arriver. Le château de cartes pourrait, sait-on jamais, ne pas s'écrouler. Façon d'affirmer sa volonté par la négative et d'être à la merci du processus qui peut prendre 1000 directions. On reconnaît là le privilège que Garneau accorde à l'indéterminé, à ce qui est mobile, fluide, en mouvement. La destruction est possible, peut-être probable, voire inévitable, mais on ne sait pas quand elle aura lieu. Et dans cet intervalle indéfini entre l'élan et la destruction, l'écriture trouve sa liberté, invente sa forme. La lettre de Garneau, ici, on voit qu'elle obéit aussi au principe de la double destination. Il écrit à sa cousine Anne Hébert pour rejoindre en fait le père de celle-ci. Tu pourras les lire alors si cela t'amuse, ajoute-t-il en parlant de ses poèmes à Anne Hébert, mais il attend surtout l'avis du grand critique qui était Maurice Hébert. 2 mois vont s'écouler, au début 36, avant que Garneau se décide à envoyer les poèmes promis. Entre-temps, il s'est remis à un long article sur le romancier régionaliste Alphonse de Chateaubriand, qu'il l'a soumis à sa cousine Anne Hébert.
Un article qui a pris des proportions inattendues. Tout chez Garneau est toujours inattendu, non prémédité. Mais voici enfin, le 9 mars 1936, la lettre annoncée qui contient 12 poèmes sous le titre Jeux dans l'espace. Donc, pas regards et jeux, mais jeux dans l'espace. Et de nouveau, cette lettre est adressée à sa cousine, même si les pages annexes sont plutôt destinées au père de celle-ci. Garneau soumet ces quelques poèmes sans préciser quelle proportion du livre ils constituent. Pourquoi cela, pas d'autres, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, cette lettre importante, qui n'a été publiée qu'en 2020, n'a pas été prise en compte encore par la critique, offre assurément un premier aperçu du recueil qui paraîtra un an plus tard sous le titre allongé Regards et jeux dans l'espace. Dans cette lettre, voici comment il présente son projet. Quant à mon livre, comme il n'y a pas cette année de prix David, parce que le prix David ne sera pas remis en 1936 du côté de la poésie, comme il n'y a pas cette année de prix David pour la poésie, j'ignore si je le ferai paraître au printemps. Ben oui, à quoi bon s'il n'y a pas de prix? Bon. Cela se pourrait si l'évêque, donc c'est l'éditeur Albert Lévesque, accepte de le publier à ses frais, ce dont je doute à cause de la forme assez inusitée encore au Canada. Ces jours-ci, je fais des corrections, c'est un travail assez ennuyeux, d'autant plus que je manque de verve en ce moment. Je joins à cette lettre quelques poèmes que tu voudras bien faire lire à ton père. J'aimerais qu'il me dise ce qu'il en pense. Naturellement, ce n'est pas une forme parfaite, mais je considère que la perfection n'est pas le commencement, mais la fin. Le commencement, c'est la vie. Il s'agit d'abord de trouver la liberté, puis on s'acheminera vers la rigueur de cette liberté. Je crois avoir trouvé la liberté, ma liberté, le jeu. Ce n'est pas parfait, mais c'est joyeux. J'en attends des nouvelles de toi et de ton père. S'il a tardé à envoyer ses poèmes, c'est sans doute que le projet est devenu moins urgent. Le prétexte de départ n'étant plus valide, Garneau a appris sans doute en début d'année qu'il n'y aurait pas de prix David cette année-là. À quoi bon donc publier un livre s'il n'y a pas un prix pour en souligner la valeur? Une telle vanité peut surprendre chez un poète réputé désintéressé, et on pourrait même croire que c'est une blague de sa part, mais il reprend le même calcul que dans sa lettre du 31 décembre 1935, calcul qui va répéter le 7 décembre 1936, à la même année Hébert, et il tient tellement à cette forme de reconnaissance symbolique qu'il va en parler de nouveau à André Laurendeau le 11 janvier 1937. Il va dire « Si la plaquette de verre que j'ai l'intention de présenter au prix David remporte quelques succès, tout est possible, cela facilitera beaucoup les choses pour moi. » Donc, là encore, le poète est mal informé. Il n'y aura pas plus de prix David en 1937, mais c'est à se demander vraiment si Garneau aurait publié son livre en mars 1937, eût-il appris qu'il n'y avait pas de concours cette année-là du côté de la poésie. Je vous fais grâce des détails sur le processus éditorial. Je passe par-dessus aussi tout le travail formel qui serait intéressant du point de vue de la génétique, à partir de ces brouillons, de ces premiers états des textes. Et je poursuis mon enquête sur l'adieu à la littérature à travers les lettres de Garneau. On est en mars 1936. Garneau soumet une sorte d'ébauche de recueil à sa cousine et à son père. Puis le 6 mai 1936, il réécrit à sa cousine, mais il n'est plus du tout question de son projet de livre. Comme si on avait épuisé le sujet, ou comme si les dés étaient jetés. Désormais, il ne peut plus le nier, il existe vraiment comme poète, car même s'il n'est pas encore passé à l'action, il sait qu'il ne peut plus reculer, il sait qu'on le prend au sérieux, qu'on le voit plus que jamais comme un poète. Au printemps 1936, il écrit ainsi à André Laurendeau, « J'ai longtemps et douloureusement douté que je fusse artiste. Ce n'est que dernièrement que j'en suis certain. » C'est en avril-mai 1936. Poète ou artiste, c'est du pareil au même. Garneau élabore sa pensée à partir de sa double expérience. Dans la même lettre à Laurendeau, il tire profit de ses observations sur le paysage durant sa retraite pascale à Oka. Les liens entre cette étude et ses propres poèmes sur le paysage sautent aux yeux. Il établit aussi un lien avec le cubisme qui décompose le réel perçu en éléments autonomes les uns des autres, mais il dit qu'il se reconnaît peu au fond dans cette théorie. Et tout à coup, au milieu de cette analyse, de cette longue analyse qu'il dit tarabiscotée, il s'arrête et il se souvient qu'il parle à quelqu'un, qu'il écrit à un destinataire. Et il lui adresse des excuses, comme si la situation d'énonciation s'imposait brusquement à lui.
mais c'est pour mieux s'en déprendre et affirmer la pleine autonomie du tableau épistolaire. Il va expliquer ce qu'est pour lui un artiste. Il va dire ceci, contrairement à son ami, donc à son destinataire, un artiste n'aime pas communiquer avec quelqu'un. Il préfère écrire à personne, mais seulement pour le plaisir d'écrire pour moi-même. Et il en tire une leçon plus globale sur l'artiste et le poète. Et c'est ce que vous avez sous les yeux. La communication qu'il cherche, donc que le poète ou l'artiste cherche, n'est pas la communication directe avec une personne, mais la communication directe avec le monde, avec la réalité comme seconde du monde à travers sa réalité première. Plus tard, et pas mal plus tard, le 22 février 1938, Garneau expliquera que la première sorte de communication avec les gens ne lui a jamais réussi. Il va dire communiquer avec quelqu'un ou quelque chose de toutes mes tentatives, sauf il y a bien longtemps et encore, dans ce sens, je ne garde que la connaissance de mon impuissance, le dépit. Ainsi donc, Carnot écrit des lettres dans lesquelles il explique à chaque correspondant qu'il ne tient pas à communiquer avec lui et qu'il préfère en réalité ne s'adresser à personne ou alors à une sorte de réalité seconde. Après avoir envoyé ses poèmes à son cousin Maurice Hébert via sa cousine, Carnot fait de même avec André Laurendeau, qui semble avoir répondu de façon enthousiaste, mais avec quelques réserves. Si l'on en juge par le commentaire de Garneau, qui est celui-ci, « Je suis content que tu aies aimé mes vers. Tes critiques sont justes, il y a quelque peu de tarabiscotage. Il y a de la simplicité et des complications. Je suis à la recherche de ma simplicité, le travail que je fais de la rejoindre et de la purifier. » Garneau doute sans cesse de ses poèmes. À la fin de l'été 1936, il envoie une longue lettre à Robert Élie pour tenter d'expliquer sa nouvelle réalité, les moments de joie lorsqu'il se sent poète et les affaissements qui suivent inévitablement. Et si cette exaltation était fausse, mirage de mots et de couleurs, si ma vie n'était qu'un mirage mensonger, qu'est-ce qui restait? Il ne restait rien, je n'existais pas, ma vie n'existait pas. Il raconte alors une nouvelle fois son parcours, repense à son lyrisme ancien pour ensuite s'excuser de retomber dans son éternelle fiction de soi et il conclut « Excuse-moi d'avoir si longtemps parlé de moi », ce qu'il fait tout le temps. Et voici que les poèmes disparaissent des lettres pour entrer enfin dans l'espace public. Garneau écrit à sa mère le 12 janvier 1937 afin de l'informer que ses poèmes « Qu'est-ce qu'on peut et nous ne sommes pas des comptables » vont paraître dans le journal Le Canada. Il annonce à sa mère qu'il est prêt à publier son livre au plus tôt, moyennant une aide financière de sa part. Les lettres font état de ses préoccupations d'ordre très matériel. Il n'est plus question de sous-peser la valeur de tel ou tel poème, mais de passer à l'action. Les poèmes comptent moins alors que l'acte poétique, que Garneau justifie en ces termes dans la lettre qu'il adresse à André Laurendeau quelques jours après la sortie du recueil. « Je n'en suis pas mécontent, note-t-il, en insistant sur le soin apporté à la mise en page et à la disposition graphique. Quant au contenu, c'est assez inégal. Il y a souvent des mollesses, s'écrit-il avant de conclure. Ce livre est bien de moi. » C'était donc le 18 mars 1937. Ce livre est bien de moi. Et on en arrive à l'adieu à la littérature à partir de Regards et jeux dans l'espace. Je regarde un peu le temps qui passe. Oui, je vais essayer d'être un peu plus rapide. On me fera signe, Stéphanie, fera signe si jamais c'est trop long. Alors, les semaines suivantes, donc après la publication en mars 1937, les semaines suivantes, Garneau écrit beaucoup de lettres, je l'ai dit, au sujet de la réception, en particulier de son livre, et de l'article Si vache de Claude-Henri Grignon. Puis après ça, il cesse d'y croire et il regarde ailleurs. Il reprend une image déjà utilisée pour décrire sa vie oisive. Il va dire à Jean Lemoyne le 25 juin 1937, « Je suis de plus en plus en vacances, c'est-à-dire vacant, comme les taxis inoccupés. » Il va partir en France, mais pas pour 2 ans, pour quelques semaines à peine. Voyage désastreux qui va occuper une partie donc de son été, et après quoi il demande expressément à ses amis, à ses proches, de ne plus lui parler de ses poèmes. Donc, je résume, début 1937, il annonce à sa famille, à ses amis qu'il se lance dans l'aventure de la publication. En mars, le livre est imprimé, distribué. En avril ou mai, Garneau brûle même, ça je ne l'ai pas dit, mais brûle une partie des exemplaires dans le sous-sol de ses parents, dans la fournaise. Son père empêche que ce soit un total autodafé.
Il va ramasser les exemplaires invendus dans les librairies et à la fin de l'été, il ne veut plus entendre parler de son livre. Et le 30 décembre, il affirme à Robert Illy, dans une lettre que j'avais fait circuler aux étudiants du séminaire, je n'aime plus écrire. C'est le titre de la conférence. Il va dire, donc le 30 décembre à Robert Illy, je n'aime plus écrire. Bref, en 12 mois à peu près, et à peine, Garneau naît et meurt comme poète. Ne plus écrire, c'est, pour moi, se laisser porter par ce que Roland Barthes appelle, dans la préparation du roman, l'aile noire du malheur. C'est aussi l'aile douce de la sagesse. Le désir d'écrire, j'emprunte la formule à Barthes, n'est plus là, il a flanché. Il s'est évanoui suivant une logique de l'inconstance que Garneau ne cherche plus à combattre. Barthes distingue deux cas de figure parmi les rares écrivains qui ont senti passer sur eux cette aile non-écrire. Il y a ceux qui passent du désir d'écrire à une autre forme de désir, comme Rimbaud. Puis il y a ceux qui renoncent au désir, qui abandonnent l'écrire avec majuscule. Garneau fait partie de ce groupe qui choisit de ne plus écrire, mais sans y substituer autre chose. Barthes appelle ça la solution de l'oisiveté, en précisant l'oisiveté pleine, celle du retraité bricoleur, qui correspond tout à fait à ce que l'on connaît des dernières années de la vie de Garneau. Pour Barthes, le modèle, c'est Rousseau, visitant une île du lac de Bienne en Suisse, où il aspire à vivre comme un enfant dans un loisir éternel après l'âge des projets romanesques. Nulle démission dans ce geste, mais plutôt une plénitude d'un autre type. C'est très beau parce que ce qui est nié, ce n'est pas du tout le travail. Le travail reste une valeur sacro-sainte, c'est la contrainte. C'est une oisiveté qui se définit non pas par l'absence de travail, mais par l'absence de contrainte. Et Rousseau veut l'oisiveté parce qu'elle est libre. C'était une citation de Barthes. Mais Rousseau avait 52 ans à ce moment-là. Et il n'a jamais vraiment arrêté d'écrire. Garneau, lui, n'a pas 30 ans quand il décide de ne plus écrire. Son parcours s'apparente davantage à celui des écrivains de la velléité, dont parle aussi Roland Barthes en les opposant aux écrivains de la volonté. Il cite en exemple Henri-Frédéric Amiel, qui dit ceci, « J'entrevois, j'entrebâille, j'entreprends, mais je n'entre pas. » Ou encore Joseph Joubert, « Je suis comme une harpe éolienne qui rend quelques beaux sons et qui après n'exécute aucun air. » Là encore, toutefois, le cas Garneau semble à part. Ni Amiel ni Joubert ne renient leur œuvre. Or, c'est ce qui distingue sans doute le plus fortement le poète de Regards et Jeux dans l'espace, dans l'histoire de la littérature, pas seulement au Québec, d'ailleurs, comme l'explique Robert Venançon, pardon, qui dit « Aucun autre poète que je sache ne s'est retourné si violemment contre sa poésie pour la dénoncer comme une imposture. » Tous les lecteurs de Garneau, tous les spécialistes de son œuvre se sont demandé pourquoi. Comment expliquer un tel retournement, un tel reniement, suivi d'un silence aussi total? Comment peut-on renoncer à ce à quoi on a cru si fortement? Et c'est ce dernier acte de la fission de soi que racontent les lettres de Garneau, un acte qui donne à ce quasi-roman une fin poignante, énigmatique, et surtout qui interdit de lire le quasi-roman comme une pure fiction. Mais on vient de le voir, l'idée de ne plus écrire accompagne Garneau depuis le début. Et je cite encore d'autres petits passages. Le 15 janvier 1934, il termine une longue et pénible lettre à Claude Urtubise par cette promesse. Je me jure, mais un peu plus tard, de ne plus tenter d'écrire sérieusement. Cela m'épuise toujours. Garneau ne parle pas seulement ici de l'écriture épistolaire. C'est le geste d'écrire dans sa gravité intrinsèque qu'il voudrait suspendre ou abolir. Il n'a pas encore écrit un seul poème majeur qu'il songe déjà à se taire, qu'il rêve d'arrêter d'écrire. Dès le lendemain, il recommence pourtant et se vante bientôt d'écrire des lettres presque tous les jours, pendant que ses 8 ou 9 correspondants, eux, tardent à lui répondre. L'écriture devient, avec la lecture, la musique, un peu d'exercice physique aussi, une forme d'entraînement corporel, intellectuel, spirituel, moral, une façon de ne se laisser aucun moment de vide, c'est son expression, et ainsi de s'étourdir pour calmer les tentations de la chair, ça aussi c'est son expression. Impossible d'oublier
ici le contexte catholique dans lequel les lettres de Garneau s'écrivent et auquel il est si facile de les réduire, puisque l'écriture y a toujours partie liée avec le désir interdit de Jean Lemoyne à François Charon. C'est ainsi qu'on a interprété l'œuvre de Garneau ou son silence, seule manière d'échapper à la concupiscence qui est à la base même du geste d'écrire. C'est un mot de Garneau. Tout cela relève purement d'une concupiscence d'écrire, de l'envie d'être poète, capable ou pas capable. Il s'agit bien de tuer le désir au sens que donne à ce terme Roland Barthes, et cela touche autant au corps qu'à l'esprit, au cœur. Or, à l'intérieur de ce contexte que plusieurs jugent austère, étouffant, invivable, Garneau apparaît aussi comme l'un des esprits les plus libres de son temps, libre d'écrire comme il l'entend, libre aussi de ne plus écrire. Il est difficile sans doute de dire si sa décision de ne plus écrire relève davantage d'un effacement de soi ou d'un rejet viscéral de toute contrainte extérieure, mais on doit au moins reconnaître que dans ses lettres, cette décision a l'air de tout sauf d'un geste de soumission. En février 1938, donc près d'un an après la publication de Regards et Jeux, Garneau honore un dernier engagement, le compte-rendu d'un numéro de la revue des Cahiers poètes catholiques promis à l'Action nationale. Ce sera son ultime texte publié. Il avait déjà prévenu ses amis de sa décision. Le 30 décembre 1937, et il a écrit à Robert Élie qu'il n'aimait plus écrire. Il dit aussi « C'est avec plaisir que j'abandonne le chemin des paradis artificiels, exaltation, manière de vision, d'appréhension, tout cela passager, et à quoi je m'attache trop, à quoi je tiens trop, cela ne vaut pour moi que si cela ne laisse rien. » En janvier 1938, il confirme sa résolution dans une lettre à Claude Urtubise. Après avoir reçu ta lettre, j'ai failli céder à la tentation de paraître. Relisant quelques poèmes, il m'a semblé qu'ils étaient sincères, peut-être intéressants. J'écrivis un mot à Robert Élie pour lui demander de lire ses poèmes et s'il les trouvait intéressants de te les remettre. Mais Dieu m'a sous sa garde pour m'empêcher de faire des sottises, de me compromettre avec la partie de moi-même qui se raconte des histoires d'une authenticité douteuse sous de spécieux prétextes de poésie. Bref, à l'heure du souper, j'ai eu une sorte d'illumination intelligente, un sursaut de conscience, et je décidai qu'on ne m'y prendrait plus. Et la lettre continue ici. Je regrette donc de ne pouvoir, par crainte et peut-être une tardive sincérité, vous confier de mes habiles confections. Tout cela est paradis artificiel et peu recommandable. Je ne voudrais pas non plus que vous publiiez des extraits de mon livre. Silence sur tout cela, c'est encore ce qui me convient le mieux. La fiction de soi a des limites. Jusqu'à la publication de Regards et Jeux, il y avait matière à rire de soi, des autres. L'épistolier croyait à son personnage changeant, charmant, tantôt grave, tantôt léger, idéaliste ou désespéré. Puis est arrivé le choc de la réalité, c'est-à-dire les 1000 exemplaires imprimés, dont seulement quelques dizaines ont été vendus. Puis les commentaires de Claude-Henri Grignon, qui visaient moins les poèmes eux-mêmes que la prétention du poète. Puis l'incompréhension de quelques critiques bienveillants comme Albert Pelletier. Et puis surtout les doutes de Garneau par rapport à lui-même, qui se demande qu'y a-t-il de nécessaire dans tout ce que j'ai écrit. Ce qui lui arrive en 1937 le détruit, mais ça ne le surprend guère. Il s'attendait, dirait-on, à vivre un tel échec. Il s'attendait à ce que sa vocation de poète ne soit une illusion de plus. Il n'y a d'ailleurs nulle solution de continuité dans cette correspondance. Ce qui lui est arrivé n'est que la suite logique de son absence au monde, de son irréalité. On avance dans le quasi-roman garnélien comme dans une interminable notice nécrologique qui révèle l'histoire de son jeu, incapable d'aimer, incapable de vivre. Sa mort est son horizon immédiat. Il la voit venir très jeune. Bon, il a su qu'il avait une maladie grave, une lésion cardiaque à l'âge de 19 ans. Il n'a cessé de parler de cette fragilité. Son cousin, donc son cousin Maurice Hébert, comme tout le monde autour de Garneau, ne s'explique pas son sentiment d'échec après la sortie. Il va passer par-dessus pour arriver à la lettre de Maurice Hébert, la lettre à Maurice Hébert, qui est si importante. Donc, son cousin, probablement qu'il se fait le relais de tout le monde, il demande des comptes à Garneau. Il veut savoir pourquoi renier sa poésie, pourquoi tant de scrupules à être poète. Un an après cet événement, Garneau tente encore d'expliquer sa décision de retirer son recueil de la sphère publique et surtout de ne plus écrire. Et il faut revenir à cette lettre qui est si intéressante et si bouleversante même.
euh, une lettre que j'ai citée au tout début quand j'ai dit j'ai été si profondément menacé, pris dans cette toile d'araignée que j'ai tout renié d'abord. Euh, j'ai j'ai vu que tout cela ne m'apportait rien qu'une mort certaine. Ceci n'est pas une métaphore. J'ai éprouvé cela le plus réellement qu'il se. D'autres lettres écrites au cours de cette période disent la même chose. La mort n'est pas une figure de style. On va citer plein ici. Tu vas piloter un mort, lettre Jean Lemoine, 25 juin 37. Il faut croire que je sens de loin la mort, écrit-il à Claudius Suisse le 12 juillet 37. Chaque fois, Garneau répète à ses destinataires qu'il ne fait pas semblant, ne joue pas au poète maudit. Il se défend aussi de s'apitoyer sur son sort, de verser dans l'ancien lyrisme. Je longe la mort et le désespoir, soit entendu dans un sens non romantique, écrit-il à Claudius Suisse, 8 juillet 38. Il ne cherche qu'à être vrai et s'excuse de son ton parfois pathétique. Mais comment parler autrement de lui-même et comment parler d'un autre sujet que de lui-même? Faire semblant d'appartenir à la communauté des vivants est au-dessus de ses forces. Il a même songé au suicide, mais il l'a écarté comme une solution impossible. Du poème au journal à la lettre, c'est toujours la même hantise, celle d'un moi qui ne sait ni vivre ni mourir, comme il le dit à propos du mauvais pauvre dans son journal. Euh, Toute la correspondance, mais on pourrait dire sans doute toute l'œuvre de Garneau, poésie, prose, raconte cette lutte contre sa propre irréalité, contre la réalité de ce jeu mort devant se justifier face au vivant. La lettre est la relation fragmentée de ce combat impossible contre le néant qu'elle s'oppose le fantasme d'écrire. Le mot relation est à prendre ici dans les deux sens. Il s'agit à la fois de rapporter, de raconter, et c'est aussi le fait d'être en lien avec autrui. La lettre conjoint les deux sens, établissant un lien avec autrui sur la base du récit que l'épistolier adresse à ce dernier. L'écriture ne constitue pas seulement un moyen pour parler de ce qu'il lit, cet épistolier à son correspondant, elle est elle-même la mise à l'épreuve de ce lien. D'où sa nécessité paradoxale, car la lettre est ce qui relie Garneau au monde, ce qui le rattache à la réalité du monde, ce qui lui permet de parler de son moi à quelqu'un, mais c'est aussi elle qui révèle tout ce qui le sépare du monde. Garneau, épistolier, on l'a vu, n'écrit jamais qu'à ses proches. Écrire à des inconnus, ce serait comme apostropher des étrangers au milieu de la rue. Quant à écrire à l'autre, au sens de figure d'autorité, ce serait encore plus incongru, sinon impensable. Là, je vous renvoie à un texte de Pierre Popovic où il imagine une lettre de Garneau à Val d'Ombre alors qu'il écrivait à sa maman. Et c'est très drôle ce que fait Pierre Popovic parce que la lettre à Val d'Ombre aurait du sens. Mais Garneau est incapable d'écrire à un être d'institution comme l'était Claude-Henri Grignon. Donc, le changement de destinataire dans le texte de Popovic montre à quel point Garneau aurait dû écrire à, à Val d'Ombre s'il avait été capable d'affronter cet autre, s'il avait assumé pleinement son statut social de poète. Au lieu de quoi, le fils à maman ramène l'institution sur le seul terrain qu'il connaisse, celui de l'intime, et refuse d'entrer en relation avec un critique. La part de dénégation est incontestable ici. Garneau fait comme si la réalité institutionnelle n'existait pas, ou comme s'il n'avait pas besoin d'en tenir compte. Il tente plutôt de rassurer sa maman, mais c'est lui-même qui se protège en évitant la scène conflictuelle au profit du giron maternel. Le plus littéraire des écrivains canadiens-français de l'époque fait comme si son horizon n'était pas la littérature, comme si celle-ci lui était entièrement extérieure. D'où la facilité avec laquelle il va quitter le terrain de la poésie, de la littérature, comme s'il n'y avait jamais été installé, comme si la frontière qui sépare la littérature et la non-littérature n'existait pas, comme si le coefficient de réalité de la littérature était nul ou quasi nul. On a dit et redit à quel point cette aventure de regards et jeux dans l'espace a été traumatisante pour lui, précisément parce que l'écriture s'est révélée sous un jour insupportable, comme une forme d'imposture, de mensonge, comme si tout à coup il avait prétendu être quelqu'un d'autre, un vivant, ambitieux, sûr de lui, tourné euh, vers l'avenir, revendiquant le statut de poète. On a moins dit toutefois qu'il aurait été tout aussi impossible de ne pas publier Regards et jeux dans l'espace. Il aurait fallu que le poète soit encore plus sûr de lui pour refuser de publier un livre, pour résister
à la pression de ses amis et de sa famille et continue d'écrire à quelques-uns en marge de la sphère publique. C'est pourquoi il se tourne vers sa famille, représentée par son cousin Maurice Hébert, pour tenter d'expliquer une fois pour toutes la raison de son geste. Donc, le 4 mai, il écrit cette lettre très explicite à son cousin, qui commence par « Je te remercie de ta lettre et veux m'expliquer ». Il évoque ensuite, avec ironie, sa malheureuse facilité. Si tu veux, j'ai du talent, mais ça me coûte cher. La justification du poème ne peut se faire que dans la perspective qui est la sienne, est indissociable de la recherche de soi-même. La poétique garnélienne trouve là sa mesure, qui ne tient pas dans une forme particulière, mais dans le rapport de vérité, de mensonge aussi, que la forme de ces poèmes entretient avec sa réalité propre. Qui force son registre fausse, au sens transitif aussi bien qu'à l'intransitif, écrit-il dans cette lettre. Et j'en arrive donc au passage que j'ai mis ici, que je commente brièvement, et ce sera ma conclusion. Donc, c'est précisément ce mensonge qu'il tente de faire ressortir à son cousin, en recourant là encore au langage romanesque pour dramatiser son retournement, qui ressemble ici à une illumination. C'est alors que je fis une découverte. Les impressions poétiques courent les rues. Seules les impressions profondes, nécessaires, uniques par leur qualité, ont droit de citer. Autrement, on s'épuise à retenir ce qui est fait pour passer. C'est ce qui m'est arrivé. La poésie, plutôt le sentiment poétique, est un mode de vie. Que ce mode de vie soit nécessaire constamment à un tel, il peut y ordonner sa vie entière. S'il est superficiel et intermittent, on risque beaucoup en s'y vouer. Carnot, on l'imagine, considère qu'il fait partie de la seconde catégorie, des intermittents de la poésie, pourrait-on dire. Or, on n'épouse pas la poésie si l'on n'est pas certain de pouvoir vivre avec elle à jamais, si l'on n'éprouve que des désirs passagers. Ce pourrait être le point final de son histoire, l'aveu d'un échec définitif, mais sitôt après avoir expliqué pourquoi il a brusquement fermé la porte de la poésie et à l'amour, Garneau y va d'un rebondissement. Qui sait s'il ne pourrait pas venir un jour à aimer, à retrouver le chemin de la poésie. Si je deviens assez libre pour chanter d'une façon toute ouverte et abandonner des amours passagères, sans vouloir retenir ces amours, sans les vouloir plus profondes qu'elles ne sont, je pourrais écrire des vers de temps à autre, quitte à ne pas les publier s'ils n'ont pas de valeur profonde, de charme spécial. Il me faudra être assez libre pour ne plus tenir à être poète, pour pouvoir accueillir la poésie quand elle vient, sans avoir envie de la retenir, et ne pas m'attacher à la forme que je lui donne, ce que j'appellerais aimer chastement la beauté, ne pas jouer avec elle inconsidérément, ne pas profiter d'elle, ne pas l'acheter à vil prix dans ses plus faciles espèces. Quelle est finalement la condition pour être poète? Se sentir assez libre de ne plus l'être, y renoncer sincèrement, sans calcul, sans présumer de ce que sera l'avenir. Quant à son livre, le tableau n'est pas entièrement sombre. Quand je considère mon livre, tout n'y est peut-être pas aussi sévèrement condamnable, mais il contient bien des choses surfaites et arbitraires, artificielles. Je me demande encore si j'avais le droit de l'écrire. Partiellement, oui. Dans l'ensemble, non. Je veux dire que dans l'ensemble, il semble supposer une sorte de vie poétique complète, ce qui ne correspond pas à ma pauvre réalité. Il eût été plus juste qu'il représente des moments poétiques. Quelques-uns sont authentiques. Son jugement change à peine. Comme objet public, le livre est une faute. Mais certains fragments du livre, une fois ramenés sur le territoire de sa pauvre réalité, saisis comme des moments épars, arrachés à la séquence d'une vie qui n'est pas la sienne, conservent peut-être une part de vérité, une authenticité. Un prochain épisode, en tout cas, n'est pas entièrement exclu, même s'il vaut mieux faire comme si c'était bel et bien terminé pour lui. En attendant, même s'il n'aime plus écrire, Carnot continue de le faire, ne serait-ce que pour continuer d'expliquer son retournement à soi et aux autres. Il tient son journal, du moins jusqu'en 1939. Il écrit surtout des lettres, selon sa vieille habitude, tantôt pour discuter de littérature, tantôt pour refuser les invitations de ses amis. Pourtant, le non-écrire n'est pas aussi radical qu'il le paraît. Outre qu'il continue d'écrire ses lettres et d'alimenter la fiction de soi qu'il rédige depuis son adolescence, Garneau affirme continuer de peindre et de faire des poèmes. 2 janvier 41, par exemple, à sa cousine, il explique avoir 3 poèmes à recomposer et se vante du fait que le poète Louis Woolstock lui aurait prédit un brillant avenir. On ne sait pas quels sont ces poèmes à recomposer, dont il ne reparlera nulle part, mais tout indique qu'il se contente de retravailler des textes déjà écrits, qui considèrent avec ironie les mots d'encouragement du peintre Woolstock. Carnot est déjà un peu ailleurs. Ses lettres tournent de plus en plus autour de sa crise religieuse, de la peur d'être damné.
Ses amis sont de peu de secours, eux qui entrent à ce moment dans la vie active, la carrière, le mariage. Il est seul de son espèce et se concentre de plus en plus sur ses activités de bricoleur, comme le dit Barthes. Il entretient le terrain et vaque à ses affaires. Il n'y a pas à proprement parler rupture, mais éloignement. La relation avec ses amis intellectuels s'effrite. Il continue de leur écrire beaucoup en 38, en 39, mais les lettres sont de plus en plus courtes, deviennent des notes de lecture, de brefs échanges d'informations sur sa santé, sur sa vie en général. Les grandes réflexions sur l'art disparaissent, même celles qui portent sur le jeune, elles se font rares. La correspondance devient utilitaire avant de cesser tout à fait. À partir de l'été 41, il n'y a plus rien entre lui et ses amis de Montréal. Garneau, épistolier, n'écrit que des lettres d'encouragement à son frère Polo, héros de guerre, ou à un des voisins, qui est pilote d'avion. Pas un mot de sa part n'est adressé en 1942 à ses amis intellectuels. C'est le silence complet en 1943, jusqu'à un billet laconique du 24 août, envoyé à Robert Élie, mais qui s'adresse aussi, selon le vieux précepte de la double destination, à Claude Urtubise. Ne venez pas me voir. Telle est la chute, on ne peut plus romanesque, de la correspondance de Garneau. Il n'y aura aucune excuse, aucune explication, aucune suite. Ses amis ne comprendront pas son refus, mis sur le compte de son fragile état mental. Par-delà les raisons d'ordre psychologique, religieux, biographique, cette ultime lettre participe pleinement de la fiction de soi de Garneau. Le jeu refuse de se battre, mais il refuse aussi d'obéir à quelque contrainte que ce soit. La fin de son quasi-roman est riche de toutes les vies possibles. La violence de cet effacement de soi est sans limite. Et l'ex-épistolier en devenir somme le lecteur d'accepter une fois pour toutes le désir d'absence, la vocation de pauvreté, le vœu d'impersonnalité qui traverse tous ses écrits. Le billet du 24 août 43, en ce sens, n'a rien d'un testament. Il constitue le dernier acte de cette aventure épistolaire de Garneau, celui par lequel rien n'est joué de façon définitive. Le jeu s'invente une nouvelle forme de vie dont il exclut simplement ses anciens correspondants. Le voici explicitement et entièrement hors d'atteinte, hors circuit, condamnant son lecteur à faire le deuil du personnage qu'il a été et sans donner d'indication sur le personnage qu'il souhaite devenir. La surprise n'en est pas une, ça ne fait jamais que recommencer chez Garneau. La fiction de soi repart de plus belle. Sous une autre forme, c'est toujours la même histoire. Garneau n'allait nulle part. Il n'a d'ailleurs jamais fait que cela, aller nulle part, perdre pied, se prendre les pieds dans un trou, comme il le revendique dans Poids et Mesures. Mais un trou dans notre monde, c'est déjà quelque chose, pourvu qu'on s'accroche dedans les pieds et qu'on y tombe la tête, et qu'on y tombe la tête la première. La lettre aura été pour lui une scène sur laquelle il a arrêté toute sa vie, le rôle de sa propre chute, son interminable disparition. Il a constamment pris ses amis à témoin de ce désir si scandaleux, le désir du non-désir, le désir de ne plus être là pour personne, de n'être plus personne. Merci beaucoup.